entendu, il s'agit de le carrefour du développement. Et puis, Jean Dieudonné, mathématicien, membre de l'Académie des sciences. Vous avez été professeur d'université à Paris, en Amérique latine et aux États-Unis. Vous êtes l'auteur de livres de mathématiques, bien entendu. Et puis de Pour l'honneur de l'esprit humain. C'est un essai sur les mathématiques aujourd'hui qui paraît aux éditions Hachette. Alors je suis très très content de vous recevoir, Monsieur Dieudonné, parce que voilà, nous journalistes, nous avons de la chance. Souvent, nous pouvons poser quelques questions pendant quelques minutes à des esprits supérieurs. Et Dieu sait que j'ai invité ici apostrophe des esprits éminents, mais jamais jusqu'à présent un grand mathématicien. Vous êtes mon premier mathématicien. Et bien entendu, pour moi qui ne connais strictement rien aux maths, qui n'était absolument nul au lycée, je vous regarde comme si vous étiez un esprit venu d'une autre planète, ça va de soi. Mais je suppose que toute votre vie, on a dû vous considérer un peu comme un être extraordinaire. Ben non, mais comme un être un peu à part, comme voilà. Nous sommes tous. Les mathématiciens sont toujours un peu à part, c'est ce que je vais expliquer tout à l'heure. Oui, mais vous n'avez pas l'impression d'avoir quand même un cerveau un peu spécial Aussi, très nettement. Oui, parce que vous comprenez des choses que... C'est justement en raison de cela que j'ai écrit le livre, comme je vais vous expliquer. Oui. Est-ce qu'au lycée, vous étiez déjà fort en maths? Enfin oui, je n'ai jamais eu de difficulté avec les cours. Tout était facile? Oh oui. Oui. Mais il y a quand même une disposition innée. Ah oui, ça, il n'y a aucun doute. Oui. Comme je le dis d'ailleurs dans le livre, la vocation s'éveille aux environs de la 15e année. Oui. Et à partir de ce moment-là, si on est vraiment mathématicien de naissance, disons, on le reste jusqu'à la fin de ses jours. Oui. Vous avez été à Normal Sup dans la promotion où il y avait Sartre. Sartre à Aron en lettres et en sciences, nous avons eu aussi un prix Nobel, Louis Néel, qui a eu le prix Nobel il y a quelques années. Quelle génération? Et ma foi, vous savez, chaque promotion, généralement, a 2 ou 3 personnes. Mais qu'est-ce qui se passait entre les matheux et les littéraires? Eh bien, on les rencontrait, plus ou moins, suivant les affinités. Et puis on les voyait naturellement à ce que nous appelons le pot. Le pot, c'est le réfectoire. Bon, vous êtes agrégé de mathématiques à l'âge de 21 ans, et avec d'autres mathématiciens, vous fondez le célèbre groupe Bourbaki. Un peu plus tard. Oui, bien sûr, après. Et alors, rappelez-nous ce qu'est le groupe Bourbaki en mathématiques. Eh bien, c'est assez difficile à expliquer, mais essentiellement, nous sommes arrivés à une époque où il fallait mettre de l'ordre dans les richesses qui avaient été accumulées depuis plus d'un siècle en mathématiques. Et ça nécessitait naturellement une refonte un peu Nous n'avons rien inventé de nouveau. Nous sommes simplement bornés à essayer de mettre en ordre les résultats et les principes qui avaient été établis, disons, de 1800 à 1930. C'est à ça que s'est voué le groupe Bourbaki, qui continue d'ailleurs. Mais nous en sommes à la 4e génération. Oui, à 50 ans, on est exclu du groupe. Pas exclu, si vous voulez, on se retire volontairement. Oui, parce qu'on Non, pour une raison excellente, c'est que... Non, disons pas, n'allons pas jusque-là. Mais, si vous voulez, on est attaché plutôt à ce qu'on a appris étant plus jeune. Et comme dans Bourbaki, on avait toujours le désir de présenter les mathématiques les plus récentes sous leur forme la plus évoluée, eh bien, l'homme d'un certain âge a tendance à renâcler devant cette nécessité. Il se tient à ce qu'il a appris quand il était plus jeune. Et alors ça, c'est très mauvais, parce que c'était contre le principe même. Et ça aurait créé des difficultés sans nombre si nous avions insisté pour continuer indéfiniment. Alors 50 ans, c'est le coup près. Mais on dit que dans la recherche mathématique, à 30 ans, ça y est, c'est fini. Non, non, je le dis d'ailleurs dans mon livre, comme vous pourriez le voir. C'est exagéré. Il est certain que beaucoup de très grandes découvertes ont été faites par des gens de moins de 30 ans. Mais dans la plupart des cas, disons, les capacités créatrices se conservent jusque 50, 55, 60, et puis pour quelques mathématiciens aimés des dieux, ça va quelquefois jusqu'à 70. Mais vous savez, c'est un peu comme pour les champions de sport. À 30 ans, parfois, il faut qu'ils renoncent. Eh bien, nous, vers 55, 60, en général, il faut renoncer à être encore un créateur véritable. Pour l'honneur de l'esprit humain, j'aime bien ce titre parce que ça pourrait être le titre d'un livre de philosophie ou d'art ou de poésie, et c'est un livre, sur les mathématiques. C'est extrait du texte qui a été en première page. C'est un texte de Jacobi, que si vous me permettez, je peux le lire d'ailleurs. Bien sûr. Jacobi est un grand mathématicien allemand du début du 19e siècle.
Il écrit « Monsieur Fourier avait l'opinion que le but principal des mathématiques était l'utilité publique et l'explication des phénomènes naturels. Mais un philosophe comme lui aurait dû savoir que le but unique de la science, c'est l'honneur de l'esprit humain, et que sous ce titre, une question de nombre vaut autant qu'une question du système du monde. » Bon, je pense que tous ici, nous nous sommes arrêtés à la page 40 de votre livre, 37, 41, peut-être on va pousser à 41. Oui, vous êtes allé plus loin, hein? 37. 37, vous Moi, j'avoue mon ignorance totale. J'ai ouvert le livre, je l'ai aussitôt refermé. Ah, bon. Ah non, vous avez eu tort, parce que oui, les 40 premières pages sont tout à fait lisibles. Oui, tout bien à fait, sûr, n'est-ce pas? Il n'y a pas de mathématiques dedans. Les 40 premières pages, il n'y a pas de mathématiques. Mais après, on s'est arrêté. Et pourtant, vous dites dans l'avertissement que c'est un livre de mathématiques tout à fait facile. Bien, si vous voulez, je vais vous expliquer le genre de lecteur pour lequel ce livre est écrit et le but qu'il se propose. D'abord, en premier lieu, c'est un ouvrage où il est question de science de la première à la dernière page. Par conséquent, quelqu'un qui n'est pas intéressé à la science ne peut pas même ouvrir ce livre. Bon. La science, j'entends par science la science fondamentale, pas la technologie. En deuxième lieu, je suis forcé, pour des raisons que je vais vous expliquer, de parler de l'histoire des mathématiques à travers les âges, notamment d'histoire de choses très élémentaires comme l'algèbre et la géométrie. Malheureusement, si les gens qui lisent ça n'ont pas fait un minimum d'algèbre et de géométrie au lycée... Bon, quel niveau faut-il avoir pour comprendre? Eh bien, le baccalauréat scientifique. Le baccalauréat, doué quand même, hein, pour... Bon, enfin, il ne faut pas être médiocre. Ouais, il faut avoir une certaine aptitude au raisonnement. Mais si on a fait maths sup et maths spé... Alors là, on peut aller plus loin, d'autant plus que j'ai prévu le cas, pour les gens que ça peut intéresser, j'ai ajouté quelques appendices. Mais pour vous, là, nous, ça nous paraît absolument indéchiffrable à partir de la page 41. Non, bon, mais pour vous, c'est rien du tout. Pour nous, ça fait partie de la routine de l'enseignement élémentaire. Ah oui, c'est rien du tout, ça. Bien, je vais vous dire justement de quoi il s'agit, parce que justement, le livre n'est pas destiné du tout aux mathématiciens professionnels. Pourquoi? Eh bien, parce que le mathématicien professionnel connaît tout ça presque depuis son enfance. Ce sont ses gammes. Et par conséquent, pour lui, c'est une série de banalités. Oui. Donc, un mathématicien professionnel n'a pas à lire cela. Alors, pourquoi ce livre? Eh bien, je vais essayer de vous l'expliquer, si vous me permettez. Oui, bien sûr. Dans d'autres sciences, même la plupart des sciences, prenons quelqu'un, comme j'ai dit au début, qui s'intéresse aux sciences. Eh bien, il y a très souvent, dans des périodiques plus ou moins spécialisés, prenez par exemple pour la science ou la recherche, si vous avez vu quelquefois ces périodiques, des exposés sur les diverses sciences, qui sont en général fort bien faits, agrémentés de dessins, de diagrammes, qui permettent à quelqu'un qui n'est pas du tout spécialiste dans la science en question, de se renseigner et de savoir ce qui se passe dans cette discipline. Eh bien, ça, c'est très bien. Et à l'Académie, nous faisons la même chose. Nous avons des exposés qui sont faits régulièrement par des médecins, des physiciens, des astronomes, etc. Eh bien, tout cela, en général, est très agréable pour les gens qui lisent ça. Mais quand il s'agit de parler de mathématiques, nous nous heurtons à un mur. Bah oui, c'est normal. Ben non, mais par rapport à quelqu'un qui n'a pas fait de sciences, d'accord. Mais par rapport à des savants éminents dans d'autres sciences, c'est tout de même un peu désagréable. Donc, quand nous essayons de parler mathématiques à nos confrères, mettons chimistes, biologistes, astronomes, eh bien, en général, ils n'y comprennent absolument rien. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons un langage et nous avons des motivations qui leur sont totalement incompréhensibles. Alors, c'est ça que vous avez voulu montrer. J'ai voulu exposer dans ce livre pour essayer. C'est un effort, si vous voulez, pour sortir du ghetto. Oui. Nous sommes mathématiciens, nous sommes dans un ghetto par rapport aux autres sciences. Oui, on dit que... Nous les comprenons, ils ne nous comprennent pas. Bon, alors, vous pensez qu'ils vont vous comprendre après? Eh bien, j'ai tout de moins fait l'effort, ça je ne me fais pas d'illusions. Mais, alors, vous vous attaquez à quelques idées reçues, par exemple, à savoir que tout a été trouvé en mathématiques, on ne fait plus de progrès. C'est une absurdité. Je n'ai pas pu vous l'apporter parce que c'est un peu lourd, mais il y a tous les mois un volume de 400 pages in quarto
qui contient à peu près 4000 titres de mémoire de mathématiques. Oui. Alors multiplié par, il y a 10 ou 11 volumes par an, ça fait 40 000. Ça fait tout de même quelque chose. Mais activité. Les mathématiques deviennent de plus en plus abstraites. C'est justement ce que je voudrais essayer d'expliquer. Oui. Non mais attendez, excusez-moi, mais oui, elles sont de plus en plus abstraites, vous le montrez bien. Mais est-ce que, d'une certaine manière, la mathématique, dans son abstraction, ne rejoint pas quelque part la philosophie? Non. Pas du tout. La seule chose qui puisse avoir de contact avec la philosophie, c'est la logique mathématique, qui est une partie tout à fait spéciale, dont je fais beaucoup d'éloges d'ailleurs, mais qui n'est pas du tout traitée par les autres mathématiciens. Ouais. Mais vous ne pensez pas que, dans la mesure où les mathématiques ont quitté le concret, elles deviennent de plus en plus difficiles à comprendre, puisqu'elles sont maintenant vouées à l'abstraction? Certainement, et c'est pour ça que j'ai essayé d'écrire ce livre, n'est-ce pas? Le problème, n'est-ce pas, qui se pose, c'est justement le suivant. En premier lieu, les gens qui s'intéressent à la science, disons les gens qui ont le baccalauréat scientifique, ont appris des mathématiques. Mais qu'est-ce que c'est que ces mathématiques? Eh bien, ce sont les mathématiques qui s'arrêtent à 1800. Au lycée, on n'apprend jamais de mathématiques qui a été découverte depuis 1800. Et contrairement à ce que certains pensent, depuis 1800, il y a eu beaucoup de mathématiciens qui ont fait beaucoup de mathématiques. Donc, première source d'incompréhension, ils ne comprennent que ce qu'ils ont appris au lycée, à moins qu'ils n'aient suivi des cours supérieurs, bien entendu. Bon. Deuxièmement, qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, il s'est produit aux environs de l'année 1800, précisément une mutation dans les mathématiques, que je vais essayer de vous expliquer. Oui, rapidement, parce que là... Oui, très rapidement, voilà de quoi il s'agit. Depuis les Grecs, on sait très bien, chez Platon, chez Aristote, chez Euclide, que les notions mathématiques sont immatérielles. Ce ne sont pas des notions que l'on peut toucher avec les sens. Mais les notions dites classiques, c'est-à-dire celles qui étaient utilisées par les Grecs et jusqu'en 1800 inclusivement, étaient des notions qui avaient des images. Un nombre, c'est un tas de pommes. Un plan, c'est un mur, n'est-ce pas, etc. Donc on pouvait avoir une certaine intuition des objets dont on parlait. Ça a très bien marché jusqu'en 1800. Et d'ailleurs, ça continue. Ces notions ont continué à être traitées et développées considérablement. Mais on s'est aperçu, à peu près au XIXe siècle, que pour traiter des problèmes qui étaient légués par les prédécesseurs, il était souvent nécessaire de créer de nouvelles abstractions. Et des abstractions qui, cette fois-ci, étaient beaucoup plus ennuyeuses que les autres parce qu'elles n'ont plus d'image. On ne peut plus les dessiner au tableau, on ne peut plus les parler. Il faut simplement, comme disait Platon, les voir dans la pensée. Alors c'est encore plus difficile parce que déjà sur le tableau, quand on faisait on ne comprenait pas bien, mais alors là... Mais justement, alors c'est ça, c'est cet effort qu'il faut faire quand on veut suivre les mathématiques. Bon, alors qui est-ce qui vous a... Est-ce que M. Dieudonné vous a converti aux mathématiques là? Ce qui m'a intéressé, c'est les mathématiciens, ce qu'il dit au début sur la sociologie des mathématiciens. Il naît à peu près 150 vrais mathématiciens par an en France, 600 aux États-Unis et 600 non, non, j'ai dit 150 en tout, dans une génération, disons, des gens entre 20, 30 et 50. Oh non, par an. Par an en France, des mathématiciens créateurs entre 5 et 10. Vous savez ce qu'on a en commun, c'est que vous dites, ce qui m'intéresse, c'est la curiosité. Dans le fond, c'est ça, un mathématicien est guidé par la curiosité, mais pour s'appliquer à cette curiosité, il faut qu'il s'abstrait du milieu ambiant. Nous, les journalistes, c'est aussi la curiosité qui nous pousse, mais qui nous pousse à, au contraire, nous enfoncer dans le milieu en blanc. Est-ce que vous connaissez le paradoxe du savant et du journaliste? Non. Dans le fond, un savant, on lui demande de savoir de plus en plus de choses sur de moins en moins de choses. Et à la fin, on pourrait dire, on exige de lui qu'il sache tout sur rien. Le journaliste, au contraire, il sait de moins en moins de choses, mais sur de plus en plus de choses, ce qui fait qu'à la fin, on pourrait dire qu'on attend de lui qu'il sache à peu près. Mais ça, ne croyez pas que... C'est exact pour certains scientifiques, mais ce ne sont pas les meilleurs. Les meilleurs scientifiques, au contraire, ils doivent élargir petit à progressivement. Je pense que les meilleurs journalistes, ce n'est pas non plus ceux qui savent absolument rien sur tout. C'est en confrontant des idées complètement différentes que se font les grandes découvertes. Donc il faut être capable d'embrasser des choses. Il y en a très peu qui sont capables de le faire. Bon. Pas les 150, il faut être tranquille. Eh bien, M. Dieudonné, je vous souhaite de voir votre livre sur la liste des best-sellers. Je l'espère. Je n'y compte pas. On ne sait jamais. Sait-on jamais. Oui, monsieur. Je pense que je suis de formation gréco-latine. Oui. Mais j'ai constaté, en lisant le livre, en écoutant M. Dieudonné, qu'on peut allier l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse. Ce que je ne croyais pas jusqu'à ce jour.
Ah ben voilà. À mon avis, je crois que on a mal interprété Pascal. Il n'a jamais voulu dire que l'esprit dit qu'il appelle de finesse était contraire à l'esprit géométrique. Je l'avais cru. Oui. C'est une mauvaise interprétation qui s'est ancrée dans la tradition, donc c'est dommage. Mais les Grecs disaient que Dieu lui-même fait de la géométrie. Et comment? Ô théos géométrae. Et comment? Vous savez, Platon n'admettait que les géomètres dans son académie. Bien, et bien après les mathématiques, vous